C'est parti. Bonjour Françoise, et donc merci de préciser quelle série et niveau de compétiteur tu entraînes. Bonjour Thierry. La série que j'entraîne, c'est les 49ers. Et le niveau de compétiteur, c'est un niveau équipe de France et niveau AO. Donc AO sont les actuels avenirs olympiques. Ok. Mais ça, c'est ce que j'entraîne actuellement. Mais mon passé fait que j'ai commencé à entraîner les athlètes qui étaient au niveau pôle espoir et pôle France. Bon, c'est juste pour te situer. Alors, quel est pour toi le rôle essentiel ou central d'un entraîneur? C'est une question vague, mais oui, voilà. Le rôle essentiel, c'est d'accompagner les athlètes, donc plutôt un catalyseur de la performance, les aider à gérer leurs projets, mais surtout les amener à la plus grande autonomie possible et surtout la plus grande responsabilisation face à l'organisation de ce fameux projet. Donc je suis surtout là pour éviter qu'ils se perdent. Faire en sorte de constamment vérifier là où ils en sont sur les différents facteurs de perf et les aider à progresser sur ces différents facteurs sans négliger aucun d'entre eux. Et puis aussi peut-être, quand je dis veiller à ce qu'ils ne se perdent pas, c'est revenir toujours à l'essentiel et faire en sorte que plutôt de partir dans des voies un peu hasardeuses ou un peu lointaines, faire en sorte qu'ils utilisent plutôt l'essentiel de leurs compétences qu'ils ont déjà entre eux, plutôt que d'aller chercher des choses très complexes. Voilà, le maître mot, c'est les rendre responsables. Ouais. Quel effectif à peu près tu as? Donc en équipe de France, en moyenne, à l'heure actuelle, on a 2 équipages équipe de France et 2 équipages AO, avenir olympique, ça fait 4 bateaux. Ok, merci. Comment tu organises ta saison, notamment sur la planification? Quels sont les éléments que tu prends en compte dans cette planification? Alors, l'organisation de la planification commence par placer sur un calendrier Excel tout bête les épreuves principales auxquelles on ne va pas échapper, soit parce qu'elles sont des épreuves qui nous permettent de monter à la ranking list, ou tout simplement des épreuves majeures sur lesquelles on a envie de se comparer aux étrangers. Donc évidemment on place championnat du monde, en particulier une année comme cette année où c'est sélectif pour les Jeux. On place le championnat éventuellement d'Europe, mais pas forcément en objectif principal. Et puis par contre on place les World Cup qui elles ont de l'importance parce que ça nous fait rentrer dans les rankings. Et puis souvent on place des sélections sur ces épreuves-là. Alors de façon aussi générale, on a Palma qui est une grosse épreuve qu'on met en épreuve phare parce que c'est la première épreuve hivernale en Europe qui nous permet de jauger un peu le travail effectué pendant la période de travail effectif. Ouais. On est en mesure, parce qu'on est un petit peu loin des épreuves, en mesure de modifier des comportements, de tester du matériel. Et là, quand on arrive sur Palma, normalement, tout ça, ça doit être un peu blindé et c'est le moment un peu d'essai. Donc on commence par placer ces grosses épreuves. Après, on place les regroupements nationaux, donc tous les stages qu'on va faire avec les Français. Mais aussi, là, cette année, la particularité, c'est qu'on a fait le choix dans la série de faire tous nos stages d'hiver avec les étrangers, de façon à ne pas s'isoler et puis à bénéficier des compétences et avoir des lièvres importants. Donc on fait les stages sur les mêmes sites que des étrangers et sur la fin des stages, on fait des coachs regatta. Donc ça, on les place aussi, donc ça commence à bien étoffer le calendrier. Au-delà de ça, après, on place tous les fonctionnements, ce qu'on appelle la permanence d'épaule, qui vont nous servir du coup de variable d'ajustement, parce que ce sont ces permanences de pôle qui en fait permettent de respecter la charge de travail des athlètes, c'est-à-dire si on sent qu'on est un peu trop, on diminue le volume sur la permanence d'épaule. Si on sent qu'au contraire on est un peu light sur certains sujets, là on augmente, mais on sait que ce sera le propre de ce qui pourra être modifié dans le planning. Avec du coup une partie qui sera de l'individualisation sur cette période-là, et puis une partie qui sera du collectif.
Donc voilà, quand on a placé ça, il nous reste les contraintes un petit peu individuelles qui peuvent être des contraintes de type examen. On sait qu'il y a des périodes où il y a pas mal d'examens pour les athlètes qu'on place, les périodes de bilan qu'on va venir aussi rajouter. Et puis parfois on a un petit stage filière qui lui vient aussi se placer sur ce planning. Ouais. Donc voilà comment on fonctionne en termes de planification. Ce qu'on essaye de viser, on sait que si on veut de la perf à un moment donné, d'autant plus qu'on a un petit peu de décalage à rattraper par rapport à la concurrence internationale, on essaye de viser les 20 jours de nav d'entraînement par mois. Donc voilà, à faciliter. Et puis comme on a pour certains équipages des problématiques de poids, on est aussi sur de la prise de masse. Donc là, on rajoute à ça de la charge d'entraînement physique avec à minima aux alentours, une quinzaine de séances par mois aussi. Donc au final, quand on fait 20 jours de nav, 4 séances de physique, plus tous les temps de transport, parce que ça il faut les noter aussi sur les calendriers, on s'aperçoit qu'il ne reste pas non plus grand chose. Pourtant, si on veut être juste sur notre planif, il faut s'accorder des temps de récup. Si on veut respecter le fait que la récup est aussi importante pour progresser que les phases de travail. Et est-ce que le technique, l'amélioration technologique prend de la place chez vous dans la série ou pas? Ouais, on passe surtout du temps sur les tests de nouveaux matériels, lorsqu'il y a de l'acquisition. Et puis tout ce qui est test purement de recherche, heureusement on s'appuie sur la cellule recherche de l'école et le travail fait par Polo. Et du coup ça minimise énormément nos temps effectifs de travail sur les supports. Ok. En deux, trois mots, comment tu gères les débriefs de façon collective, individuelle? Il y a une forme un peu particulière où c'est comme tu le sens, un peu au coup par coup? Alors je mettrais que 99% des débriefs d'entraînement se font en collectif. Ça c'est du systématique. Ouais. Donc ma façon de les gérer, je laisse beaucoup la parole aux athlètes, c'est-à-dire qu'en fait j'utilise les compétences c'est eux qui les ont, les sensations. Ouais. Vas-y. Les sensations c'est eux qui les ont aussi, Ouais. donc c'est super important de les faire échanger entre eux de façon à ce que à la fois il y ait du partage, mais aussi de l'exploration de nouvelles choses, de nouvelles pistes, et puis voilà, en fait le motif c'est de partager quoi, à un moment donné. Par contre, dès qu'on est en compète, s'ajoute à ça une part d'individualisation. Donc là on est plus sur du travail Individuel. un petit peu de collectif, parce que là il y a une nécessité d'avoir un échange sur ce qui s'est passé, en particulier sur le plan tactique, c'est intéressant. Par contre, sur des points très précis, là on passe sur l'individualisation. Ok, merci Françoise. De rien.